Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle preview de la post-season chez Dunk Hebdo pour parler du Miami Heat. Aujourd'hui, un format quotidien maintenant, vous l'avez remarqué, il a démarré il y a quelques jours. Je vais vous représenter tout ça bien entendu, mais tout d'abord, avec moi donc pour parler du Heat aujourd'hui, l'expert du jour, c'est Gabin. Comment ça va Gabin? Ça va super bien. J'ai décortiqué tous les matchs de la bande à Jimmy, donc là, je suis chaud patate. Eh ben parfait. Écoute, mais avant de partir dans le sujet du Heat, je rappelle rapidement le pourquoi du comment on se retrouve quotidiennement chez Dunk Hebdo en ce moment. C'était pour s'éviter un peu les casse-têtes des previews de séries avec les play-ins qui sont plutôt incertains parfois. Et avant de retrouver notre format des post-mortem pendant les playoffs, on a décidé cette année de faire un point sur eh bien, les différents acteurs de la post-season à venir avec un angle un peu particulier en se demandant pourquoi, en 3 points notamment, ne vont-ils pas gagner ce titre NBA cette année. Ça nous fait une espèce, si vous voulez, de fiche Bristol pour ceux qui veulent se mettre à jour avant la fin de saison. Un résumé, si vous voulez, où on revient sur la saison, les difficultés des équipes, mais aussi quelques motifs d'espoir quand même. On va pas être que dans le négatif. Et donc, sans plus tarder, sans vraie transition, Gabin, on commence par le résumé de cette saison régulière du Miami Heat. Saison avec quelques péripéties, quelques changements, notamment un résultat en demi-teinte. Comment est-ce que tu résumerais tout ça, Gabin? Bah la saison déjà, on en attendait beaucoup parce qu'elle démarre après une superbe campagne de playoffs. C'était l'équipe surprise qui passait par le play-in, a réussi à quand même éliminer Bucks, Knicks et Celtics, donc avec une adresse à 3 points et un Jimmy Butler insolente. Et finalement, chaque année, ils nous font ça. Maintenant, on est limite habitués. Ils finissent dans la zone du play-in, donc avant le play-in n'existait pas. Et ils vont en finale de conf. Ils ont déjà fait en 2020 dans la bulle. Ils étaient 5e, ils arrivent en finale. 2021, ils arrivent en finale de conf. Ils sont à un tir de Jimmy Butler de battre les Celtics. Donc finalement, cette saison, logiquement, ils sont dans leur standard de play-off sans l'avantage du terrain. Voilà, finale NBA du coup. Finale NBA, bon, on va voir. Il s'est passé des choses. Est-ce que c'est vraiment certain qu'ils iront de nouveau en finale NBA? C'est avec cette fameuse magie de Miami, parce qu'il s'est passé des choses, justement, tu as dit, beaucoup de changements, beaucoup de joueurs, notamment, qui ont été interchangés, beaucoup de line-up différentes, je l'ai noté. Ils en sont à 30, 34 starting Ouais. five différents cette saison, ce qui en fait le troisième de la ligue. Et c'est un record. Hein. Pour eux, c'était un record à 31, si vous voulez tout savoir du côté du 8 jusque-là. Bon, est-ce qu'avec tous ces changements, on y croit encore à la fameuse alchimie, à la magie, à la culture, certains diront, du côté du 8? Bah ouais, c'est compliqué parce qu'il y a eu, comme tu as dit, 34 starting line-up différents et en plus c'est des joueurs très importants qui ont manqué beaucoup de matchs. Mais dans ce marasme, on a quand même eu marasme. Dans ces problèmes de blessure, on a quand même eu la montée en puissance de joueurs comme Rémi Raquez, donc le rookie, qui a montré de très bonnes choses et qui a longtemps fait partie de la course au Rookie of the Year aux côtés des imbattables Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Mais être associé à ces deux noms, c'est déjà très très impressionnant. Et il a su parfaitement s'adapter au jeu de Miami, même si depuis il y a eu un petit rookie wall, une petite baisse de régime. En tout cas, sa carrière s'annonce grandiose. Et on a aussi eu des problèmes, pas de blessures, mais de changement d'effectifs en plein milieu de la saison, avec Kyle Lowry, qui a réalisé sur le début de l'année sa moins bonne saison chez le Heat, marqué par l'âge quand même, 37 ans, avec sa 18e saison. Et c'est comme ça que le greatest Raptors of all time a été remercié et s'est fait transférer avec un premier tour contre Terry Rozier. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais qui est le nouveau meneur du Miami Heat et qu'on attend sur les playoffs. Alors, tu l'as dit, il y a eu pas mal de blessures. Rémi Raquez aussi, d'ailleurs, a pris une blessure, hein, ce qui l'a pas aidé. Mm. J'avais noté, ils ont en cumulé, alors c'est les stats NBA, mais 245 matchs ratés pour blessure, c'est 4e de la ligue, donc ce qui fait quand même assez beaucoup. Et du coup, il y a eu beaucoup de starting five qui ont été essayés, tu l'as dit, par Eric Spoelstra. Alors, j'avais noté une stat, je vais te poser la question. Il n'y a qu'une seule line-up du 8 qui a plus de 100 minutes passées ensemble cette saison. Sachant que par comparaison, le starting five, par exemple, des Celtics, c'est 554 minutes. Du côté du 8, il y en a une seule à plus de 100 minutes, à 115 minutes. Est-ce que tu saurais me dire quels sont ces 5 joueurs? Ça fait un petit quiz. Alors, pivot Bam Adebayo, il a beaucoup joué. Tout à Ça, fait. on est bon. Terry Rozier, je pense, avec Oui. Rémi Raquez. Non, Rémi Raquez pas ou Rémi pas? Raquez au poste 4. Ah putain. Butler y est. Oui, évidemment. Hero, il y est pas, je dirais Duncan Robinson en 2. Tout à fait. C'est le dernier qui te manque. Qui joue Ah, le plus dernier. dernièrement. On le voit beaucoup Caleb plus Martin. dernièrement. Non, Caleb Martin n'a plus joué sur le banc.
Euh... C'est Nikola Jovic. Nikola Jovic. Okay. C'est Nikola Jovic dernièrement qu'on a un peu plus, mais c'est bien la preuve, tu vois, tu as cité plein de noms, c'est bien la preuve de ce qu'on disait, il y a eu quand même pas mal de changements, beaucoup de joueurs qui ont vu le terrain, il y a même Patty Mills, tu n'as pas cité parmi les changements dernièrement, il y a eu la signature de Patty Mills, c'était au début du mois de mars, il était d'ailleurs titulaire, alors hier soir, j'allais dire, au moment où on enregistre, c'était hier soir, en tout cas avec la confrontation face aux Cavs, parce qu'une nouvelle fois, il y avait pas mal de blessures. Bon, du coup, si j'ai bien compris, tout ça, ça nous fait beaucoup de choses compliquées. Et du coup, la question, c'est est-ce que Spoelstra, justement, va arriver à faire sa magie comme d'habitude? Est-ce qu'on y croit aux playoffs, aux grands changements en playoffs pour le Heat, Gabin? Ouais, il y a plusieurs problèmes qui vont se poser pour le Heat. Tout d'abord, bah, la saison, malgré les blessures, elle est très compliquée. Et c'est un peu, faut pas penser qu'il y aura une magie forcément, même si j'ai parlé des résultats d'avant. Les playoffs, c'est censé être quand même à l'image de l'équipe de saison régulière qu'on a eue. Et donc la saison régulière, elle est très décevante. Pour l'instant, on a une 7e place alors que l'Est n'est pas la conférence forte de la ligue. Donc elle aurait pu, on s'attendait à ce qu'elle fasse mieux. Moi, je les voyais très clairement top 4 avec des Sixers qui ne sont plus dans la course. Et en plus de ça, quand tu prends les matchs importants, c'est une équipe qui arrive quand même à assurer contre les mauvaises équipes. Mais par exemple, sur la saison, ils sont à 3 défaites contre les Celtics, 1-2 contre les Bucks, 0-2 contre les Knicks. Donc tu vois bien que sur un premier tour potentiel des playoffs, déjà c'est des match-ups où pendant la saison tu as pris des bonnes gifles quand même. Donc faudrait pas non plus compter sur un scénario magique comme ça parce que la saison régulière a été bien triste. Et l'année dernière, pour revenir, l'équipe, bah c'est quand même un scénario fou avec Jimmy Butler, on va en parler, et surtout une équipe qui a tourné sur des pourcentages à 3 points indécents. Sauf que deux de ces joueurs importants qui sont Max Strus et Gabe Vincent sont partis en plus de ça. Donc de base, il fallait recompter sur une montée en puissance de joueurs inattendus comme ça aux 3 points. Et ces deux joueurs sont en plus de ça partis. Donc ça devient tout de suite plus compliqué. Est-ce qu'on aura une magie ou je pense plutôt que ça sera le résultat d'une équipe de playoff qui est arrivée 7e en saison régulière, quoi. Et c'est sûr qu'il y avait le changement drastique qui s'est passé l'année dernière. C'était surtout au niveau de l'attaque, tu l'as dit, il y a les 3 points, c'était une équipe, donc le Heat on y reviendra probablement, mais qui est toujours une défense très très solide. Mais l'année dernière qui était passée de 25e équipe, 25e attaque offensive rating en saison régulière à 8e en playoff. C'était assez extraordinaire, notamment avec un pourcentage à 3 points qui avait explosé, et aussi avec ce fameux playoff Jimmy. Donc tu l'as évoqué, Gabin, je t'en prie. Tu crois pas à playoff Jimmy cette saison-là? Alors, c'est bientôt Pâques et apparemment à Pâques, Dieu ressuscite. C'est ce qu'on m'a dit. Non, je vais me calmer vite. Jimmy Butler, donc l'année dernière, il fait pas une saison régulière exceptionnelle, il est même pas All-Star. Et en playoff, il élève son niveau de jeu et on l'a classé dans le DH20 très haut, top 10, sans aucune difficulté. Et sur chaque série de playoff, c'était le meilleur joueur sur le terrain ou le deuxième contre les Nuggets, c'était plus compliqué. Mais sinon, il a éteint toute la concurrence sur la série à l'Est. C'était très, très impressionnant. Mais malgré ça, la saison de Jimmy Butler, je la trouve très moyenne, même par rapport à ses standards de saison régulière. Il a baissé, je trouve, en intensité, sur le volume de shoot, la création, même en défense, en efficacité. Il est moins dedans. Et je pense que c'est aussi marqué par l'âge. Mine de rien, il a 34 ans maintenant. Donc chaque année, on va commencer à avoir de la fatigue chez lui. Et puis 34 ans, il joue beaucoup moins physique. Il y a beaucoup moins de drive et de contact sur son jeu. Et maintenant, il aime beaucoup plus jouer écarté à 3 points. Et c'était pas forcément là où il brillait sur les saisons précédentes. Et là, Jimmy Butler, il est très 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 loin des discussions All NBA Team cette année, alors que l'équipe avait clairement besoin de lui pour faire des bons résultats en saison régulière. Donc le scénario Jimmy Butler playoff mode, je veux bien, mais normalement il va élever son niveau de jeu, mais est-ce qu'il va exploser le plafond de verre qui a attendu comme l'année dernière? C'est moins sûr. En fait, il va monter son niveau de jeu, mais il part d'encore plus loin que de là où il est parti l'année dernière. Je te trouve dur. Je vais forcément faire. Je suis dur. Ceux qui suivent de Kebdo sachent que je suis un avocat de Jimmy Butler, c'est évident. Effectivement, l'explosion du niveau qu'on a vécu l'année dernière était un peu surréaliste
On espère le revoir, en tout cas pour Jimmy Butler. C'était quand même quelque chose d'incroyable le niveau qu'il nous a proposé, mais ça semble un peu compliqué. Cela dit, je te trouve assez dur avec sa saison cette année. Alors certes, peut-être pas aussi présent, et encore, son usage n'a pas tellement diminué. Il fait à peu près la même chose. Il laisse beaucoup jouer les autres membres de l'effectif. C'est aussi ce qui parfois a été pointé comme une des bonnes raisons, en tout cas une des raisons des bonnes surprises du côté du Heat, c'est que pendant la saison, beaucoup de monde avait droit à des répétitions, à des joueurs qui ont droit à des systèmes pour eux, puis arrivé en playoff, on resserre tout ça, et c'est un peu plus simple, on compte sur Jimmy Butler. Tu vois, tu as cité Rémi Raquez, qui a eu beaucoup droit à des systèmes qui étaient appelés, j'ai envie de dire, par traditionnellement pour Jimmy Butler, il avait droit à peu près au même. Quand il y a quand même quelques matchs, alors après c'est tout le paradoxe du Heat, c'est-à-dire qu'il y a certains matchs, on voit Jimmy qui fait une déclaration en disant je suis le meilleur joueur du monde et puis qui explose l'équipe adverse, et le match d'après, le Heat ressemble à une des pires équipes de la ligue, donc forcément on n'est pas forcé d'y croire, mais c'est quelque chose, on en parlait rapidement en antenne, mais que je me sens un peu obligé de dire. Depuis que Jimmy Butler est arrivé au Heat, c'est-à-dire 2019-2020, et à un moment donné, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que première saison finale, alors c'est particulier, c'est la bulle. Bien sûr. Mais bon, quand même finale. Saison d'après, là c'est compliqué, on sort au premier tour, mais on a eu une intersaison assez courte, ça a été compliqué pour toutes les équipes post-bulle. Et puis ensuite, finale de conf, puis finale NBA. Au bout d'un moment, il y a une forme de chance. Peut-être, il y a peut-être aussi au bout d'un moment quelque chose où va falloir se dire que ça existe, cette espèce de magie. Mais bien sûr, mais je trouve que c'est peut-être la fin de cette magie autour de Jimmy. C'est pas la fin, il va monter son niveau, mais sur la saison, je trouve, comme tu as dit, il a laissé des responsabilités aux autres, mais il y a très peu de matchs où il fait des gros cartons, où il prend vraiment l'équipe sur son dos en mode leader et qu'il enchaîne l'équipe adverse. Donc moi, ça me fait pas dire que c'est un joueur qui va exploser l'équipe adverse en playoff. Donc je suis justement très curieux, et je pense que peu importe l'adversaire au premier tour, la série de l'Est Heat contre une équipe top 4 va forcément être le premier tour le plus intéressant de tous les playoffs. C'est obligatoire. Ça, c'est bien possible. Bon, après, les doutes sur Jimmy, ils existent forcément. Il y a ceux qui croient un peu plus comme moi, ceux qui croient un peu moins peut-être comme toi. Donc parlons de ce qui se passe autour. Justement, c'est le troisième point que tu voulais mettre en avant, et qui est la principale, alors je vais dire faiblesse, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas le principal questionnement autour du Heat, on l'a évoqué en filigrane tout le long du podcast pour l'instant, c'est cette fameuse attaque qui est en 23e offensive rating au moment où on enregistre, donc vraiment pas terrible, on va dire ça comme ça. Tu l'as qualifié de brouillonne, Gabin, cette attaque. Ouais, c'est comme ça que tu la résumes ? ça. Chez le Heat, il y a beaucoup de bons joueurs offensifs, mais il n'y en a aucun, à part Playoff God Mode Jimmy Butler, quand il veut. Il n'y en a aucun qui est vraiment capable de briser la défense adverse et de créer des décalages dans tous les sens. Et donc, c'est un peu... Enfin, il y a plein de bons joueurs, mais ça manque un peu de ce créateur fou. C'est ce qui était censé apporter Terry Rozier, et on aura le temps d'en parler. Et c'est pour ça que l'équipe galère à se trouver des bonnes occasions de tir, en fait. Ils sont souvent obligés de prendre des tirs compliqués après plusieurs passes, plusieurs personnes qui ont essayé d'attaquer et qui n'ont rien donné. Et ils ont des efficacités terribles parce qu'ils prennent des shoots en fait très compliqués sans pouvoir se créer des vraies situations de jeu, ce qui est assez décevant. Et l'attaque compliquée en plus, couplée avec le fait qu'ils jouent très lentement, ils ont une bonne défense et du coup ils aiment bien jouer dur comme ça et lent. Mais en fait, sur chaque match, ils ont moins de possession que l'équipe adverse. Et en plus, ils sont pas efficaces et ils sont pas bons offensivement. Donc le problème, c'est que sur une équipe qui arrive à passer ta défense, comme c'est arrivé avec les Pelicans très récemment, tu te retrouves en énorme difficulté. Donc offensivement, je suis pas rassuré pour Miami. Tu l'as dit, c'est vrai que c'est une attaque lente. Ils sont à 29e à la pace, notamment en rythme, donc ça joue très doucement. Et moi, ce que j'ai un peu noté en regardant un petit peu le Heat, c'est que l'attaque semble assez dépendante de Tyler Hero quand il est là, ou Duncan Robinson. C'est-à-dire que quand ces deux joueurs-là qui ont beaucoup de mouvements off-ball, loin du ballon, et donc déstabilisent les défenses adverses, ça joue. Quand ils ne sont pas là, du côté du 8, on a tendance à beaucoup se regarder. Alors évidemment, il y a toujours quelques drives de Jimmy Butler, de Caleb Martin, mais notamment justement face aux Pels, ça s'est très très vu les minutes sans Duncan Robinson, où l'attaque était vraiment statique. Il se passait plus grand-chose. Après, l'avantage, c'est quand même que Duncan Robinson a un petit peu vu son rôle un peu augmenter cette saison.
un usage qui a augmenté bien sûr, mais surtout il a fait autre chose que prendre des 3 points. On l'a vu commencer à drive, on l'a vu commencer à prendre des short mid aussi, quelques flotteurs, hein. Il a augmenté sa fréquence dans ces zones-là, donc peut-être que ça peut aider. Mais tu crois pas donc à cette attaque une nouvelle fois? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une étincelle qui revienne du côté des shooters à 3 points? Terry Rozier est moins efficace aussi que ce qu'on aurait pu croire. Ce qu'il avait montré précédemment. Sur Duncan Robinson, il fait énormément de boulot et c'est pour ça qu'il jouait pendant les finales de l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'il, de l'autre côté, il t'apporte des problèmes. Et vu qu'il défend mal, et ben ça va te créer des problèmes de l'autre côté. Donc il faut qu'il soit vraiment bon. Mais justement, lui, pour le coup, fait une bonne saison. Je suis assez content. Et comme tu as dit, il développe d'autres aspects de son jeu. Mais en fait, il représente une menace avec son shoot là de extérieur. T'es tout le temps obligé de le surveiller. Donc c'est très bien de laisser jouer. Et à part ça, ouais, l'attaque, il va manquer de jeu. Et si tu veux, on peut développer sur Terry Rozier. Juste avant juste un point sur le fait que l'équipe, en plus de ça, je trouve, ne va pas se chercher d'autres occasions de jeu. C'est-à-dire que leur attaque est un peu, comme j'ai dit, brouillonne. Et une fois que le tir est manqué, c'est pas une équipe qui a envie d'aller chercher des rebonds. Ils préfèrent privilégier la défense. Et c'est même une équipe qui va pas forcément aller chercher les erreurs adverses pour faire des interceptions, des contre-attaques. Ils vont vraiment essayer de subir l'attaque de plein fouet et de l'encaisser, plutôt que d'aller chercher les petits problèmes adverses. Et donc, en fait, tu te crées pas d'occasion supplémentaire et donc tu marques pas de points supplémentaires, ce qui aurait pu être très utile. Mais du coup, si tu veux, on enchaîne sur le joueur à suivre qui, pour moi, était... Non, pas trop vite, okay. Gabin, tu vas trop vite en besogne. Il y a un plan, respectons le plan. Il y a un plan qui a été établi chez Dunk Hebdo. On respecte évidemment les règles. Avant, je sais que tu l'as choisi, tu as envie d'en parler de Terry Rozier. On va en parler, Terry Rozier. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose. C'est parce qu'on a parlé évidemment des 3 raisons donc, pour lesquelles ils ne gagneront pas, selon toi notamment. C'est cette alchimie, ces line-up qui ont changé, ce nombre de joueurs, peut-être ce manque d'alchimie, donc plutôt du côté du hit. Le fait qu'à un moment donné, la magie pourrait s'effriter du côté des playoffs et de playoffs Jimmy notamment. Cette attaque brouillonne. Parlons un peu positif avant ça. Parlons motif d'espoir. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir, comme je le disais, de cette régularité quand même du hit depuis l'arrivée de Jimmy Butler, de ce hit qui est quand même pas une si mauvaise équipe? Il y a 2 motifs d'espoir. Le plus irrationnel, c'est que c'est Miami. Non, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de magie, mais mine de rien, tous les ans ils sont là, et puis sans rire, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer tous ensemble. Donc en fait, si on se rend compte que l'équipe marche bien quand tous les joueurs sont présents, ça peut cliquer, ça peut tout à fait cliquer. Et comme tu as dit, Tyler Hero qui là manque beaucoup trop de matchs, c'est un joueur essentiel à l'attaque, donc en fait peut-être qu'avec lui ça va résoudre un peu de soucis offensive et donc fonctionner. Donc on peut garder. Si vous êtes fan de Miami, tout n'est pas perdu parce que chaque année il se passe des choses merveilleuses avec eux. Et le second point, c'est la défense qui est très bonne. C'est pour ça que l'équipe est quand même une bonne équipe NBA malgré l'attaque. Et faut parler de Bam Adebayo. Honnêtement, je pense que c'est pas loin d'être le joueur le plus sous-coté de la ligue en fait, parce qu'on lui demande des choses dures. Il doit défendre tous les soirs contre des joueurs avec des profils très différents et il le fait bien. C'est quelqu'un qui est capable de bien défendre des Nikola Jokic. Et honnêtement, je pense que c'est la personne qui arrive le mieux. Bonne mobilité, athlétique, joue dur. Offensivement, il arrive à faire des choses aussi, c'est de mieux en mieux, je trouve. Partenaire de lob, poseur d'écran. Donc franchement, Bam Adebayo, joueur très très complet. Et grâce à lui, l'attaque, tient debout sans problème. Donc, à voir. On sait qu'en playoff, en tout cas, la défense sera bonne. Et puis même pour des questions de match-up, l'Est, c'est rempli d'ailiers. Miami, c'est chiant à jouer. Parce que t'as Jimmy Butler et d'autres joueurs qui peuvent prendre des ailiers et le secteur intérieur. Donc, peu importe l'équipe en face, t'es pas content de devoir attaquer sur Miami. On a enfin cité son nom. C'est vrai que depuis le début, on l'avait pas cité quand même, Bam Adebayo. Effectivement, cette défense, c'est là, pour moi en tout cas, le motif principal d'espoir de côté de Miami, c'est que c'est une excellente défense avec un des meilleurs, si ce n'est c'est un potentiel deep de cette année, Bam Adebayo, qui leur permet aussi notamment d'avoir différents types de couverture. C'est-à-dire que
On sait que le Heat est capable de faire des zones. Ils font même dernièrement, c'est-à-dire au match contre les Cavs, comme je disais, qui est le dernier match qui a eu lieu avant l'enregistrement, ils ont passé des zones presse vraiment impressionnantes avec des Haywood Highsmith et des Delon Wright notamment haut. Bam Adebayo qui est très très bon sur les rotations. Jovic qu'on a cité un peu plus tôt, qui s'est amélioré. Duncan Robinson aussi est pas autant ciblable qu'avant. Ouais. Le système défensif en tout cas du Heat est assez bien rodé. Ils sont difficilement attaquables sur des match-ups. Donc évidemment, c'est une valeur sûre. Et tu l'as dit aussi sur Bam, c'est vrai qu'offensivement, alors oui, il y a le défenseur individuel, le défenseur collectif. Bon, Nikola Jokic, je suis pas sûr qu'il arrive à l'arrêter, mais ça arrive à des gens bien, c'est-à-dire que personne n'y arrive. Mais de l'autre côté, il fait aussi de très bonnes lectures, il est cherché poste haut, il a quand même un usage. On lui demande beaucoup à Bam Adebayo, je sais qu'il y a des fans du 8 qui parfois sont un peu durs avec lui, ce que je peux comprendre, parce qu'il n'est pas forcément tous les soirs hyper efficace, mais on lui demande énormément en défense et parfois beaucoup de combler en attaque, comme tu l'as dit, quand l'attaque est un peu statique. Donc oui, c'est sûr que le motif d'espoir principal se situe dans la défense et ce système autour de Bam Adebayo. Quand tu as Bam Adebayo et Jimmy Butler dans ton équipe, tu as potentiellement sur chaque série playoff, peut-être pour Jimmy quand il devient magique, le meilleur joueur de la série, et sinon tu as les 2-3, les 2-4 peut-être sur certaines séries, et encore quand je réfléchis, là je pense à l'Est, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de séries où ils ne se retrouvent pas au moins 2 et 3 à eux deux, ce qui fait un légitime motif d'espoir. Et donc, ça y est, on y arrive, Gabin. Ah bah je suis chiant. Oui. Sur la défense, je rajoute juste, ils ont beaucoup joué en zone cette année, c'est une des équipes qui le fait ça. Et la zone, ça avait bien embêté Boston, notamment sur la série de playoffs l'année dernière. Et leur zone est bonne, notamment grâce à Bam Adebayo et aux autres joueurs qui arrivent à se déplacer assez vite avec une bonne mobilité. Donc c'est intéressant en fait de les voir défendre parce que Spoelstra ose en fait. Donc à voir ce qu'ils vont nous sortir en playoff en fait. Après la zone contre les Celtics, je pense qu'on en reparlera dans le podcast sur les Celtics. Il y a d'autres problématiques autour d'eux, mais ça y est, parle donc de Terry Rozier, puisque ensuite on a décidé d'avoir un joueur clé par équipe, mais un joueur clé qui n'est pas une des têtes d'affiche, pas une des stars, des franchise players, donc ni Jimmy Butler ni Bam Adebayo, puisque oui, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont les clés majeures du Miami Heat. Mais si on doit citer un autre joueur, tu avais envie d'en parler déjà il y a 2-3 minutes, gamin. Ça y est, c'est le moment. Je t'en prie, je t'écoute. Parle-nous de pourquoi Terry Rozier va faire basculer le destin du Miami Heat. Scary Terry, joueur très intéressant et joueur intéressant par rapport à son cas et sa situation plus que le joueur lui-même, je trouve. Parce que du coup, je l'ai dit, attaque très compliquée chez Miami. Et donc, il faut se souvenir que cet été, l'équipe avait mis beaucoup de pions en avant pour essayer d'aller chercher Damian Lillard et ensuite Jrue Holiday. Et les deux joueurs en plus ont fini chez des concurrents directs à l'Est. Donc c'est un échec terrible sur Miami. Et donc Terry Rozier qui a été récupéré au milieu de la saison. Ce qui est marrant, c'est que en fait on lui demande un apport de superstar malgré lui parce que la place a été clairement pour un Damian Lillard. Et ça se voit. Je trouve que il a eu des problèmes avec son shoot. Sa saison chez Miami est assez mitigée. Je trouve là où il avait les clés de la maison à Charlotte dans l'attaque, surtout quand LaMelo Ball était pas là, là il s'est beaucoup plus mis en retrait dans le jeu. Et en plus de ça, il y a eu un problème au shoot assez inexplicable. Je trouve quand même que c'est un bon joueur et le problème avec lui et pourquoi on lui tombe dessus, c'est parce que on a besoin d'une star en fait à son poste. Et c'est pour moi c'est la clé en fait de cette attaque en playoff, c'est que si il arrive réellement à élever son niveau de jeu et à devenir un peu un joueur star, le troisième joueur du Heat sans problème sur les playoffs, ça peut tout changer pour les adversaires. Et le problème de Terry Rozier, c'est qu'il est mauvais en défense. Il est mauvais. Et que s'il n'explose pas son niveau offensif, c'est compliqué de le faire jouer sans prendre des cartons à côté. En plus de ça, tu as un autre problème. C'est qu'il joue poste 1. Poste 2, tu vas vouloir mettre avec lui Tyler Hero, Duncan Robinson. Bon, Tyler Hero, l'année dernière, il n'a pas joué, mais Duncan Robinson, j'ai déjà dit, il posait des problèmes. Pareil, sur la défense, tu pouvais pas le laisser jouer. C'est-à-dire que sur le backcourt, peut-être que tu vas te retrouver avec deux joueurs compliqués en défense. Et pour moi, en plus, il n'y a pas eu assez de matchs de Tyler Hero et Terry Rozier. Ils ont joué 9 matchs ensemble.
Et en plus de ça, je me suis amusé à regarder les 9 matchs. Bah, la défense sur leur possession, elle est horrible. Donc j'ai un petit peu un problème avec ça parce que j'aurais bien aimé voir plus de matchs pour s'entraîner et créer une vraie alchimie parce qu'arriver en playoff contre des attaques de playoff, bah, le backcourt va peut-être représenter un problème. Mais pour moi, du coup, c'est vraiment le joueur à suivre sur les playoffs de Miami parce que il a les clés. Ça peut être le gros facteur X qui peut tout péter en création offensive, en organisation de jeu et en se créant ses propres shoots. Et en plus de ça, ça serait assez parlant, je trouve, en termes d'image, de sortir Milwaukee ou faire des gros matchs avec un très bon Terry Rozier. En termes d'image, je trouve que ça serait très très fort. Donc j'attends beaucoup de Terry pour que il montre de quoi il est capable, parce que là, il va avoir des responsabilités et c'est son moment, quoi. Heureusement que tu termines sur une note positive. Je commençais à avoir peur que tu me dises que Non, le joueur clé, il était pas bon. Non, mais c'est intéressant. Ça m'évoque plein de choses. Alors pour la défense, je te trouve un peu dur avec Terry Rozier. Alors il est petit. C'est vrai que ça pose une problématique. Après, sa navigation d'écran est assez correcte. En tout cas, là, dans les derniers matchs que j'ai vus, sa navigation d'écran est assez correcte. Et avec un Bam Adebayo pour défendre en drop, ça aide beaucoup. Donc je pense pas que ce soit une problématique en soi, même si évidemment ça pose question, comme tu dis, quand tu dois l'aligner dans des line-up avec d'autres défenseurs moyens, disons, voire médiocres autour de lui. Mais en tout cas, pour le profil, je suis pas sûr qu'on ait besoin qu'il soit une star. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on attendait Damian Lillard, c'est pas Damian Lillard qui arrive, qui a d'autres problèmes, c'est le sujet d'un autre podcast. Mais même ne serait-ce que retrouver une bonne efficacité, enfin une efficacité plus proche que ce qu'il avait précédemment, je pense que c'est faisable. C'est compliqué de s'adapter quand on arrive en cours de saison dans une équipe. Cela dit, il a été amené ici, notamment puisque et tu l'as un peu dit, dans cette attaque, il y avait besoin de variété, de quelqu'un de créer son propre tir, d'avoir plus de variété en fait dans les tirs pris qu'un Kyle Lowry qui ne prenait pratiquement plus qu'exclusivement des tirs à 3 points. Terry Rozier, c'est quelqu'un de beaucoup plus équilibré dans les types de tirs qu'il prend, que ce soit les 3 points, alors il plante plus souvent dans le corner pour le coup, et sinon il prend des mid-range, il va faire des drives, alors il est en panne d'efficacité, c'est clair, mais en termes de profil, il correspond à ce dont aurait besoin le hit. Alors effectivement, est-ce que ça va cliquer à temps? Ça, c'est une vraie question, mais il a le profil du fameux bad shot maker qui, au hit, se résume à Jimmy Butler, quand Jimmy Butler a tous les dieux avec lui, et Tyler Hero. Donc, effectivement, c'est un joueur qui, si il arrive à trouver son confort au sein de ce système hit, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte quand on arrive au Miami Heat, peut arriver à faire basculer une série, je ne sais pas, mais qui peut être intéressant, comme tu le dis, à suivre et nous proposer des cartons. Sur un match où il est chaud, c'est pas du tout la même équipe en fait. Ça change totalement. Enfin, l'impact qu'il pourrait avoir avec son jeu est la plus importante de tout l'effectif, je trouve. En fait, le delta entre le minimum et le maximum qu'on pourrait avoir chez lui est assez impressionnant. Donc, ouais, gros joueur à suivre. Parfait. Transition parfaite, Gabin. Puisque pour conclure, ce qu'on s'est dit dans ce format chez Dunk Hebdo, c'est qu'on allait parler plancher et plafond. Alors effectivement, on est peut-être avec l'équipe avec la plus grande marge, le plus gros écart entre le plancher et le plafond, peut-être. Je sais pas, il n'y en a pas d'autres qui me viennent tout de suite. Peut-être les Lakers, à voir. Quel est le plancher, quel est le plafond de ce Miami de cette année, Gabin? Le plancher, ça serait de se manger 4... Enfin, à mon avis, il passe le play-in sans problème. Le match 7-8, 8-7, il le passe. Mais ensuite, je les vois très bien se manger un 4-0 contre les Celtics sans problème. Et ça m'embête. Et le plafond, il est illimité. C'est Miami. Le plafond, il est... je pense que s'ils se retrouvent vraiment au premier tour contre les Celtics, enfin, je les vois très mal passer. Mais contre les Bucks, ils pourraient très bien nous sortir... je les vois pas les prendre, les Bucks, même avec les joueurs qui cliquent bien. Même dans des bonnes circonstances, je vois pas le hit passer, mais ça peut être l'équipe très très chiante qui va t'emmener en 5-6 matchs. Donc le plafond, je dirais en fait un excellent premier tour. Et malheureusement, je crois que le plafond est pas beaucoup plus haut. Mais tu payes tes mauvais résultats de saison régulière parce que premier tour, tu vas manger Celtics ou Bucks. C'est pas vraiment les équipes que tu as envie d'affronter, quoi.
Puisque tu as décidé d'être la voix de la raison, je vais être la voix de l'exagération. Moi, du côté du... Pour moi, le plancher, vraiment, il existe. La sortie en play-in, elle existe. Alors, ce serait une contre-performance, mais elle existe. Je rappelle que l'année dernière, ils sont à un Max Strus game. Max Strus qui n'est plus dans l'effectif, tu l'as rappelé, de se faire sortir par les fameux Chicago Bulls. Donc, ça pourrait très bien arriver. Bon, en tout cas, le scénario catastrophe d'une sortie play-in, il existe. Comme tu le dis, de toute façon, même si tu gagnes les play-in et que tu prends un 4-0 sec, juste derrière, c'est aussi un scénario qui existe et qui fait pas plaisir. Quoi qu'il arrive, en tout cas, le plancher, ce serait une sortie beaucoup trop tôt des playoffs. Le plafond, pour moi, le plafond, il est plus haut que ça. Et tu l'as dit toi-même. Alors, les Celtics sur le papier paraissent meilleurs que tout le monde, c'est évident. Cela dit, les Celtics ont un blocage mental face au Heat à chaque fois en playoff, on le sait. Et les Celtics, on y reviendra, je ne veux pas spoiler ce qui va se passer sur le podcast autour des Celtics, mais j'imagine, j'en suis pas l'expert, on va parler du problème de leur tir. C'est-à-dire que les Boston Celtics se reposent exclusivement, pratiquement sur leur tir, face à la zone de Miami. S'ils refusent d'aller drive et qu'ils sont sur des mauvais matchs et qu'ils les enchaînent avec un aspect mental un peu bizarre, ils peuvent très bien se prendre la même chose que l'année dernière. Là, ce qui était le plus surréaliste l'année dernière, c'était le Heat qui sort les Bucks. Mais les Bucks, eux, cette année, ont un peu de mal à cliquer. Pour le moment, il y a plusieurs choses également. Donc pour moi, vraiment, le plafond du Heat, à un moment donné où ça se goupille bien, il existe un monde. J'aurais peut-être plus de doutes face, par exemple, je sais pas, face aux Knicks ou quelque chose comme ça, mais il y a un monde où ils font finale de conf, voire finale NBA. Il existe ce monde. Je dis pas qu'il est plus probable, je vous dis pas que je vais mettre mes économies dessus, mais pour moi, ce monde existe, donc c'est pour ça, voilà. Il faut croire, l'NBA c'est du spectacle, gamin. Moi je te dis, la différence plancher-plafond, elle est plus grande que ce qu'on veut croire. Et j'admets tout à fait que je suis un peu loin de... Je suis peut-être un peu idéaliste, non ? Non, mais de toute façon, s'il y a une équipe qui peut nous surprendre, il n'y a que Miami qui pour faire ça. Donc, j'espère que tu me donneras tort, en tout cas, parce que l'année dernière, heureusement qu'ils étaient là pour le spectacle. Tout simplement, c'était magique. Donc, ouais, Jimmy Butler fait nous vibrer. Ben voilà, ça fera une parfaite conclusion. On va espérer que Miami nous apporte du spectacle. A priori, il devrait être là pour le spectacle. On est à peu près à la demi-heure d'enregistrement, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Gabin. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Et puisque tout se passe très très vite, on vous remercie et surtout on vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Les Previews chez Dunk Hebdo. Salut. Salut.